Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, il arrive que le corps parle quand les mots se taisent. Un nœud dans la gorge, une tension dans les épaules, un souffle court, les émotions s'impriment, se logent, se figent parfois dans la matière même de notre être. Et si, pour aller mieux, il ne s'agissait pas seulement de comprendre, mais de ressentir à nouveau. Longtemps, la pensée occidentale a séparé le corps et l'esprit. Aujourd'hui, la science, comme les traditions orientales, redécouvre ce que les anciens savaient déjà. Libérer le corps, c'est aussi libérer la pensée. Nous en parlons ce matin, de 10h à midi. Si vous avez des avis ou des questions à nous soumettre ou des témoignages à faire entendre, nous resterons joignables jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec nos deux invités ce matin. Nous sommes avec Thierry Bordonado, qui est praticien de Qigong depuis une trentaine d'années. Et nous sommes avec Madame Hello, qui est business coach et qui est DG de Compétences Plus. Bonjour à vous deux. Hello Badr, hello Thierry, les auditeurs. Bonjour à tous. Alors on se retrouve pour la dernière émission de la semaine. Et c'est une thématique que nous explorons sous ses divers aspects. Bon, les liens qui existent entre le corps et l'esprit. Et des pratiques, effectivement. Par exemple, des pratiques de certains sports, les pratiques aussi d'arts martiaux, des pratiques aussi de méditation. Entre guillemets, ça infuse et ça imprime dans les corps. Alors chacune a ses spécificités, ses incidences, Madame Hello. Effectivement, chacune. Moi, j'ai hâte de découvrir Thierry dans ce qu'il va dire sur le Qigong. Oui. Je sais que le corps, la relation corps-esprit est extrêmement importante. Je sais que depuis 1818, les travaux de Einroth notamment, ils ont insisté sur l'extrême intimité, relation, perméabilité entre le corps et l'esprit. Après, le corps, il est appelé soma. Soma pour somatisation. Somatisation de quoi ? De toutes les émotions, peut-être digérées ou non digérées ou mal digérées, de tous les traumas, de tout le vécu. Et nous sommes des êtres qui sont incarnés. Donc incarnés dans la matière, incarnés dans la chair. Donc tout ce qu'on ressent, tout ce qui a été cumulé, tout le stress, les travaux de Hans Selye notamment sur la partie stress est extrêmement intéressante. Alors c'est évident que c'est un voyage dans le temps et dans l'espace, mais peut-être à travers nos interventions à moi et Thierry aujourd'hui, c'est une manière de se poser la question par rapport à soi-même, qu'est-ce qui est en train d'être processé par le corps, et peut-être que nous verrons dans les différentes manifestations du corps, dans les migraines, dans les douleurs qui sont dorsales, dans les douleurs lombaires, dans les douleurs articulaires, dans les problèmes digestifs, notamment dans les problèmes liés à la peau, l'eczéma, le psoriasis, etc. Pour ne citer que cela, bien évidemment, ça prendrait plus que 2 heures d'émission de parler de la liste des éléments qui sont, lorsqu'on a écarté les causes organiques, là aussi j'insiste sur ça parce que c'est très important, parce que le corps médical a aussi son rôle à jouer. Le corps médical, il joue un rôle extrêmement important lorsque nous voyons des manifestations physiques sur le corps, que ce soit des maladies respiratoires ou digestives, ou comme j'ai dit, des maladies qui sont dermatologiques, peut-être aller explorer s'il y a des raisons biologiques derrière cela, à travers des analyses sanguines, des radios notamment, une exploration médicale. Mais une fois qu'on a vu que c'était pas la cause racine ou la cause d'origine, peut-être s'intéresser à l'élément psychologique ou émotionnel derrière ces manifestations. Ces manifestations de dérégulation. C'est vraiment une dérégulation, mais c'est une dérégulation qui invite à la régulation. C'est ça la bonne nouvelle. C'est quand le corps s'exprime, c'est que les mots ne se sont pas assez exprimés. Et des fois on dit on somatise ou c'est d'origine psychosomatique. Alors quand on parle de Qigong, c'est quelque chose où c'est une pratique qui n'est pas communément pratiquée, qui n'a pas nécessairement entre guillemets un nombre important de praticiens. Pour autant, on s'y intéresse de plus en plus, notamment dans certains pays, et effectivement on voit de plus en plus de personnes qui tentent de s'y initier. Thierry Bordonado. Alors, je dirais que le Qigong existe à peu près maintenant, ça fait 5000 ans, donc c'est des chiffres qui sont avancés. En effet, je dirais que depuis quelques années maintenant, peut-être depuis une 50aine d'années, on commence à s'intéresser de près, à étudier un petit peu ces techniques. Pour faire très court, je dirais que le Qigong est issu et basé des arts martiaux.
Au départ, c'était un art martial qui était plus utilisé à des fins de défense et de combat plutôt que d'exercice. Il fallait réveiller les armées musculairement. Et effectivement, il y avait un certain nombre de pratiques de Qigong qu'il s'agissait d'observer. C'était un général qui avait proposé un certain nombre d'exercices pour que le corps soit réveillé et soit à son optimum pour se préparer aux batailles. Absolument. Oui. Donc l'idée c'était de renforcer le corps pour pouvoir évidemment se battre, mais on s'est rendu compte que finalement à travers ces exercices, eh bien il y avait la santé qui était améliorée et je dirais à cette époque-là il y avait ces volets qui sont différents. Aujourd'hui on met ça dans des cases, on a un Qigong, je dirais martial, on a un Qigong de santé, on a plusieurs Qigong, mais je dirais c'est faire du neuf avec du vieux. Hein. Oui, faire du neuf avec du vieux. Mais pourquoi est-ce qu'on pratique depuis 30 ans ? J'imagine c'est qu'on observe des incidences positives sur son état d'esprit, sur son corps. Alors pourquoi est-ce qu'on est happé par cette discipline, ou on peut l'être ? Alors, question très intéressante, c'est ce que je répète très souvent dans mes cours, c'est qu'une sensation, je dirais, extraordinaire se dégage après chaque séance et elle est différente à chaque fois. C'est-à-dire qu'on ressent des choses différentes à chaque fois que l'on pratique. Mmh. Et ça nous met sur un chemin dont on ne voit pas le bout, en fait. Et c'est une espèce de jouissance qui se dégage après une séance, ce qui nous fait à chaque fois revenir et je dirais vouloir retrouver cette sensation. Alors c'est une sensation, est-ce qu'on est détendu ? Est-ce qu'on a un surplus de vitalité ? Est-ce qu'on a un surplus d'enthousiasme ? Est-ce qu'on a un surplus de joie de vivre ? Qu'est-ce qu'on entend par... Alors, on définit le Qigong comme un principe des forces contraires, c'est-à-dire qu'on fait vivre en nous, je dirais, la force et le relâchement. Ah. Le secret du Qigong, c'est ça, c'est-à-dire savoir se détendre. Pour être bien détendu, il faut d'abord passer par la phase contraction. Se contracter, tout le monde sait le faire et on a l'habitude de le faire. À l'inverse, se relâcher, c'est beaucoup plus compliqué. Ça nous aide, comment on va arriver à ce relâchement ? Par, bien sûr, certaines postures, la plus connue, on en parlait tout à l'heure, c'est la posture de l'arbre, mais bien sûr. Il y a la montagne aussi, il y a plein d'autres postures. Moi, ça me parle ce que dit Thierry, puisque c'est vrai que le Qigong, il fait partie de l'armada, on va dire, des thérapies corporelles ou de la rééducation par le corps, mais pas seulement. En fait, de mon point de vue, moi, de l'extérieur, quand j'ai pratiqué le Qigong la première fois avec Thierry, j'étais à la recherche de quelque chose. Et très souvent, on est à la recherche peut-être d'un petit bout de l'histoire, justement, cette histoire de relâchement et de contraction. Mais c'est sûr que ces thérapies corporelles-là viennent sans doute guérir ou remédier ou convertir quand je parle de conversion, c'est convertir des symptômes ou des douleurs en relâchement. Mais je pense qu'il y a autre chose. Il y a quelque chose de beaucoup plus global et énergétique derrière tout ça. C'est important de le dire. C'est vraiment holistique. C'est pas seulement... Certes, chacun va venir avec sa perception à lui ou son objectif à lui ou à elle. Mais derrière ça, dans une séance, on explore. C'est pour ça que j'ai parlé depuis le début aussi d'émotions. C'est qu'on vient aussi avec des bagages, avec des vécus, avec des choses qui restent emprisonnées dans le corps. Et le Qigong, je le sais, comme le Tai Chi, comme beaucoup d'autres, on aura l'occasion d'en parler. Mais bon, vu qu'on a un grand maître du Qigong ici, je pense qu'on va beaucoup parler de Qigong. Mais c'est très intéressant de voir comment passer du système justement sympathique au système parasympathique. Et je pense que le Qigong aide à aller là-dedans parce qu'on a une espèce de sensibilité dans les villes où on vit, à Casablanca, ailleurs, dans les grandes villes, dans les systèmes auxquels on appartient, où l'être humain aussi et voilà, goûte à un certain nombre de stresseurs externes, au-delà des stresseurs internes. L'agitation. On dort tard et effectivement le matin on carbure au café. Donc vous imaginez que il y a de l'agitation tout le temps. Et puis il y a le mouvement. La ville, c'est les grands nombres et c'est beaucoup de circulation, c'est beaucoup de... C'est ça, il y a 3 principes clés, moi en tout cas que j'ai vu, et peut-être que Thierry en parlera mieux que moi. Je suis venue pour me détendre. Certes, la première fois quand j'ai fait du Qigong, parce que c'est intéressant, nous sommes des êtres aussi dans nos responsabilités, nous contractons souvent. Il y a cette crispation musculaire qui arrive, ces inflammations qui peuvent arriver après. Mais
après, quand je suis sortie de ma séance de Qigong, j'étais plus la même personne. En fait, j'ai pris conscience de certaines choses. Donc, je suis venue rechercher le relâchement. J'ai eu le relâchement, mais en plus, j'ai appris à mieux respirer dans certaines postures. Et Thierry en parlera beaucoup, parce qu'il y a une progressivité dans les postures. Mais aussi, j'ai pris conscience de quelque chose, de moi là-dedans. De comment j'évolue dans cette dynamique d'une heure 30, etc. Oui. En tout cas, c'est un point qu'on va continuer d'aborder, bien entendu. Nous restons ouverts si vous avez des témoignages, des réflexions à partager avec nous jusqu'à midi, mais ce sera après la respiration musicale. Bien entendu, vous pouvez nous contacter au standard au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts. Ce matin, nous sommes avec Thierry Bordonado, qui est praticien de Qigong depuis une 30aine d'années. Nous sommes aussi avec Mariam Hello, qui est DG de Compétences Plus et qui est business coach. Alors, l'émission se poursuit quelquefois pendant la respiration musicale, mais nous parlions d'une pratique il y a 5000 ans. Et il est quelques raisons d'avoir de la continuité. Effectivement, il n'y a pas de continuité aussi longue par hasard, Thierry Bordonado. Alors, effectivement, je dirais les raisons pour lesquelles aujourd'hui les gens s'intéressent de plus en plus à ces pratiques de Qigong. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe autant de Qigong que de maîtres, pratiquement. Bien sûr, il y a quelques séquences qui sont classiques et connues de tous, qu'on peut retrouver un petit peu partout. Mm-hmm. Mais en fait, ça va dépendre du ressenti du praticien. Et ce ressenti va bien entendu évoluer avec la pratique, puisque au fur et à mesure que l'on pratique, on va bonifier cette pratique, on va augmenter les sensations, on va augmenter le ressenti. Il y a quand même un volet important dans lequel je voudrais parler. L'aspect holistique. Oui. Voilà, je ne savais pas si je devais l'aborder, mais bon, on m'a donné l'autorisation de l'aborder. Et c'est une excellente chose parce que évidemment il y a ce qui est visible, mais il y a ce qui est invisible. Ce qui est invisible, ça n'a rien de magique en soi. Et je pense que tout le monde est capable de ressentir. Il suffit juste de frotter sa main l'une contre l'autre et oui. On ressent quelque chose. On s'éveille. Voilà. On s'éveille. Il y a beaucoup de terminaisons nerveuses dans les doigts. Et effectivement, frotter ses mains ou même, entre guillemets, son cou, le bouger de façon assez rapide, ça éveille, entre guillemets. Ça, tout le monde peut en faire l'expérience. Absolument. Donc c'est pour ça que je dis bien que c'est pas si magique que ça finalement, et que tout le monde est à même de le ressentir. Mais on peut aller plus loin avec cette sensation, et puis cette sensation, on peut la faire circuler dans le corps, d'une part, mais on peut éventuellement aussi la projeter hors de son corps. Et puis on retrouve un petit peu ce lien entre la maman et son enfant. Il suffit que la maman pose les mains sur l'enfant pour le calmer immédiatement. Il y a quand même il y a ce lien invisible qui est là entre nous. Il suffit peut-être juste de le développer, et on le développe par la pratique et par la conscientisation de la chose. Oui. Alors, quand on dit qu'on essaie de le développer, c'est-à-dire c'est une sensibilité à laquelle on prête une attention croissante, mais à quoi ressemble ce chemin, Thierry Bordonado ? Alors, ce chemin, il n'est pas toujours simple, il est semé d'embûches, comme toutes les voies. Oui, il a raison. Oui. Il demande pratique, il demande régularité, il demande franchise dans ce que l'on fait. Et puis, bien sûr, tout le monde est capable d'y arriver. Je dirais que les moins doués peuvent ressentir déjà leurs premières sensations au bout de 3 mois de pratique. Et ceux qui ont la chance d'être élus, entre guillemets, si on peut parler ainsi, dès la première séance, c'est ressentir des choses qu'on n'avait certainement jamais ressenties. Et c'est là où, à ce moment-là, on est dans un point de non-retour parce que on va chercher à... on mord à l'hameçon et c'est une façon de... Je suis très... franchement, quand j'entends Thierry, je trouve qu'il a raison. C'est-à-dire, une séance ne ressemble pas à une autre, mais même dans tout, même dans une forme de méditation et de respiration. Une émission ne ressemble pas à une autre. Une émission ne ressemble pas à une autre, mais c'est vrai que quand on respire... il y a quelque chose qui se passe. Il y a nos premières respirations conscientes ne ressemblent pas à nos dernières respirations conscientes. On voit qu'il y a une amplitude qui se crée.
Il y a un espace qui se crée au fur et à mesure. Et c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, c'est réellement, via ce travail, parce que je le lis souvent, Thierry le lira aussi au fur et à mesure de l'émission, mais il a raison, ce travail n'est pas anodin, et ce travail nécessite beaucoup de discipline et d'honnêteté intellectuelle, ou d'honnêteté vis-à-vis de soi-même. Pourquoi je parle de discipline ? Parce que je suis persuadée, mais depuis quelques années, mais pas seulement, qu'il n'y a rien qu'on peut améliorer sans la discipline, sans la régularité, sans prendre ce rendez-vous avec soi-même 3 fois par semaine, 2 fois par semaine, dans des séances de Qigong, etc., ou dans d'autres thérapies corporelles. Il n'est pas interdit aussi dans cette émission de parler des autres thérapies corporelles, puisqu'il y a certains qui vont trouver leur compte ou leur satisfaction et leur présence dans le Qigong, dans cette unification du corps et de l'esprit. Mais il y a d'autres aussi thérapies corporelles, de la danse thérapeutique, du tai chi, du yoga, etc., qui peuvent aussi unifier le corps et l'esprit. Et c'est intéressant de parler de cette unicité. J'insiste sur ça, mais tout ce qui est uni, tout ce qui est relié, on dit souvent, enfin, j'ai lu quelques auteurs qui disaient de manière poétique qu'à travers les blessures peuvent rentrer la lumière. On dit souvent qu'à travers certaines blessures de l'âme ou à travers quelque chose peuvent rentrer la lumière. Mais c'est intéressant. Mais si la blessure reste ouverte extrêmement longtemps, il y a la lumière qui rentre, mais il y a peut-être autre chose aussi qui rentre. Le mot a été lâché, alors thérapie, thérapie ou brèche. Alors on va essayer de savoir aussi lesquelles. Et s'il y a des brèches, elles peuvent être comblées. Alors évidemment, elles peuvent se refermer. Et elles peuvent être comblées, elles peuvent être refermées, notamment. Mais quand on parle des maladies psychosomatiques, puisque c'était aussi quelque chose que j'avais abordé, il ne faut pas s'attendre à la baguette magique. J'aime beaucoup ce que dit Thierry aussi. Il n'y a pas de magie dans quelque chose. Il y a un engagement dans un processus, et même dans une séance de Qigong, c'est un processus. Ce sont des étapes qu'on respecte. Donc il ne faut pas s'attendre à avoir le waouh, l'effet waouh ou Eureka, j'ai trouvé lors de la première posture. Il faut développer une forme de patience dans ce processus-là, d'où la discipline. Alors 10h30, les brèches à l'antenne sont quelquefois les retards. On va essayer de les éviter avant 10h31, puisque Karim Drouhani va nous présenter à l'instant même les informations. On va se retrouver pour la suite de notre émission des experts, qui se poursuit jusqu'à midi. Et si vous avez des avis à faire entendre, c'est toujours 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin. Nous explorons les liens qui existent ou les passerelles qui existent entre le corps et l'esprit. Et la notion de blessure, de libération a été évoquée, Madame Hello. Je voudrais y revenir parce que alors en fait, quand on dit il y a des thérapies par le corps, effectivement, bon, certains esprits peuvent être dubitatifs ou certains esprits peuvent être curieux de savoir effectivement ce qu'on entend précisément par ce point précis de thérapie par le corps. En fait, on dit souvent que la guérison, elle passe par une approche intégrative. En fait, il faut comprendre ce qui se passe en nous, il faut le ressentir et ensuite il faut l'exprimer. Oui. Et si tu veux, plus on est exposé à des formes de stress chronique, à des traumas non résolus, etc., ce sont des carburants de la somatisation. Ça réveille des blessures qui ont été enregistrées il y a longtemps avec des effets biologiques qui sont quand même assez mesurables. Toutes les inflammations qu'on peut ressentir, les contractures, la baisse immunitaire, les maladies, etc., ne sont que l'expression finale d'un cumul de stress, d'effets biologiques qui ont été cumulés. Et en fait, moi je trouve ça fascinant dans le travail du corps, c'est qu'il exprime de manière codée l'inconscient. C'est-à-dire que finalement le corps fait des tentatives via, chacun a ses tentatives évidemment, de se faire entendre. Et quelque part le corps c'est une mémoire vivante. Une mémoire vivante de quoi ? De notre histoire émotionnelle, qui est faite, alors pour reprendre les travaux de Lise Bourbeau notamment, qui a popularisé la notion des blessures de l'âme, elle les a quantifiées en 5 blessures. Oui. La blessure de l'injustice, la blessure de la trahison, la blessure de l'humiliation, la blessure de l'abandon et la blessure du rejet. Alors, chez tous les êtres humains, chez les 8 milliards d'individus qui constituent cette planète, en fait, chacun d'entre nous porte une blessure de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a ressenti à un moment donné dans notre enfance ou dans notre adolescence. Cette blessure-là, si elle peut être atténuée, si elle peut être travaillée via la psychothérapie, la danse-thérapie, le yoga, le qigong et tout un tas de pratiques qui allient l'expression orale à l'expression corporelle, ces blessures-là
constitue quelque part une part de notre moi, de notre personnalité, la plus profonde. Et je m'exprimais dans une autre émission où je disais que, par exemple, là, grâce à ces blessures-là, on atteint à la fois notre force et notre plus grande vulnérabilité. Les gens qui sont dans des métiers d'avocat, dans des métiers de rétablissement de l'ordre, dans des métiers qui sont liés à réparer des choses, à sauver des vies, on peut penser, peut-être qu'on se trompe, mais on peut penser que ça peut être lié à la blessure de l'injustice. Toutes les personnes qui ont la blessure de l'injustice en première ou deuxième position, comme élément moteur de quelque chose, c'est pas qu'ils vont ressentir l'injustice à tout va, c'est peut-être qu'à travers une vocation, une passion, un hobby, ils vont chercher la justice, à réparer, à rééquilibrer, à redonner raison à quelqu'un, etc. Donc c'est intéressant, en fait, c'est là où notre psychologie et la somatisation est intéressante. Même quand la maladie s'exprime, la maladie est là pour retrouver l'équilibre, pour retrouver un équilibre ou tenter, à travers une transition donnée, de réparer quelque chose. La blessure de la trahison, pareil, pour citer celle-là, par exemple, Lise Bourbeau, elle disait que les gens qui ont été trahis ou qui ont la blessure de la trahison ont des difficultés avec le lâcher-prise. Dans le sens où ils sont beaucoup dans les métiers de contrôle ou dans des postures de contrôle, de suivi, ils ne font pas confiance. Et ça aussi, c'est intéressant. Et on peut penser que les gens qui sont dans des métiers liés au contrôle ont peut-être été trahis. Mais trahis, ça rend méfiant. C'est effectivement. Donc et quand on est méfiant, on a davantage envie d'être dans le contrôle. C'est ça. Alors, en ce qui concerne le parcours des uns et des autres, il y a des échos que je vois, parce qu'effectivement, dans la vie, il n'est pas interdit d'avoir plusieurs casquettes. Sur cette notion de compensation, d'équilibre, le Qigong, entre guillemets, explore deux énergies qu'on peut ressentir, entre guillemets, à travers la pratique. Mais à travers ces deux extrémités, peut-être dans cet éventail-là, on peut soigner quelque chose. Thierry Bordonado ? Alors, je voudrais expliquer, on part du principe dans le Qigong qu'on a un pôle positif, un pôle négatif, donc côté droit, côté gauche, ça va dépendre des uns et des autres, et un pôle neutre. Ce qui fait que lorsqu'on va justement effectuer des mouvements, on va créer cette énergie bioélectromagnétique. Et cette énergie bioélectromagnétique, qu'est-ce qu'on va en faire ? C'est une première des questions, mais déjà, l'idée c'est de l'identifier, de la ressentir en nous, puis peut-être qu'ensuite on peut la transmettre, un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Un côté intéressant et bénéfique de la pratique, on travaille sur le système endocrinien, et on sait pertinemment quand on renforce le système endocrinien, eh bien on va faire en sorte que le corps sera beaucoup plus à même de se défendre contre toute attaque. Et je pense que la pratique est bénéfique parce que justement, par le renforcement, on va être en bonne santé. Oui, donc c'est quelque chose qui peut-être améliorer la résilience du corps. Alors, Meriem Lhelou, je reviens un instant effectivement à ce chapitre qu'on vient d'esquisser, l'expression par le corps ou la thérapie par le corps. Alors, il y a cette notion il faut donner du temps au temps. Et essayer de retrouver une forme d'équilibre, c'est retrouver une forme d'apaisement où on essaie de refermer ses plaies, quelque part. Alors, il faut donner du temps au temps, oui, mais si tu veux, des êtres qui sont beaucoup... Il y a des psychanalyses qui durent des dizaines d'années. Il y a des psychanalyses qui durent des dizaines d'années. Il y a aussi les TCC, les thérapies cognitives comportementales, qui ont des résultats immédiats. On peut être tenté, effectivement, de vouloir des résultats immédiats, et c'est tout à fait logique. D'ailleurs, dans le monde de l'entreprise, les gens sont orientés sur des résultats immédiats. La personne ne sait pas gérer son stress. Immédiat et garanti. Immédiat et garanti, oui. Dans le coaching, il y a une obligation
de moyens et pas de résultats. Dans la psychanalyse aussi, vous savez, quand on rentre quelque part ou quand on rentre dans une pratique, on n'est jamais sûr au début qu'elle est faite pour nous. Mais il n'est pas interdit d'essayer. Mais si on essaie et ça marche pas, il n'est pas interdit de changer. Ce qu'on dit là, c'est que ce qui est intéressant, c'est de regarder peut-être sur soi des effets physiologiques qui sont continus ou des effets physiologiques qui sont récurrents et comment on peut les traiter. Vous savez, par exemple, un stress aigu qui est répétitif ou un conflit interne, là aussi, quand quelque chose s'exprime dans le corps, c'est pas forcément lié à un excès de stress. C'est peut-être des conflits psychiques non résolus, des conflits intérieurs non résolus, des souvenirs traumatisants, des émotions refoulées, etc. Et pas... Si vous voulez, dans certaines sociétés ou dans des familles qui ont eu une forme d'éducation donnée, il n'était pas permis de pleurer en public, il n'était pas permis d'exprimer sa colère, il n'était pas permis d'exprimer sa peur, etc. Oui. Et donc, en fait, et là, les travaux... est moins permise aux hommes qu'aux femmes. Oui, et c'est vrai que dans certaines sociétés, dans certaines familles, des formes éducatives qui ont été assez strictes et assez contrôlantes et assez austères ont empêché l'expression verbale de certaines émotions, qui fait que cette non-expression verbale, ces choses ont été refoulées, mais la personne décide de refouler quelque chose parce que c'est un mécanisme aussi de survie, il y a des instincts de survie chez l'être humain ou des mécanismes d'adaptation. D'adaptation à quoi ? À une réalité, à des normes qui sont extérieures. Et donc, par là même, qu'est-ce qui se passe ? Ces émotions-là de colère, de peur, de tristesse restent dans le corps. Et c'est vrai que c'est pas interdit de penser. Et là, il y a les travaux de Valabrega et plein d'autres personnes, mais si on a l'occasion d'approfondir, ou c'est les auditeurs qui nous écoutent ont l'occasion d'approfondir, Valabrega, il disait qu'il y a effectivement des personnes qui sont beaucoup dans l'action, qui sont beaucoup dans une forme d'action et qui s'interdisent la réflexion. D'ailleurs, je le vois aussi dans le quotidien, où les gens, quand vous leur demandez de faire de la méditation, de prendre du recul, de s'autoriser à dessiner, de s'autoriser à colorier, à rêvasser, c'est pas fait pour eux. Ils disent non, on n'a pas envie. Non, c'est pas fait pour nous. Nous sommes des gens d'action, nous sommes des gens cartésiens, rationnels, etc. Oui. Mais derrière cette rigidité-là, où on peut penser, ils sont arrogants, ils n'ont pas envie, ils s'empêchent de... Vous savez que c'est un mécanisme de protection parce que s'ils s'autorisent à rêvasser, s'ils s'autorisent à explorer autre chose, c'est là-bas où ils vont aller toucher leurs émotions. C'est dans ces terrains-là où ils vont aller toucher ces émotions-là qui, s'ils n'ont pas l'habitude, ça risque de les surprendre, ça risque de réveiller des choses, etc. Personne n'a envie de pleurer en public. C'est très difficile. Oui, mais c'est pas interdit de le faire. Combien de fois dans des méditations c'est pas interdit de le faire, vous savez pourquoi ? Oui. Mais là aussi, qu'est-ce qu'on recherche à travers quelque chose ? Et qu'est-ce qu'on ne recherche pas lorsqu'on s'empêche justement de faire... si on est toujours dans le faire, et si on n'est pas assez dans l'être, si on n'est pas assez dans le ressenti, etc. Il y a un triangle dont je parlais souvent, un triangle d'équilibre chez l'être humain. C'est schématique, mais si on est beaucoup dans l'action, on empêche l'être de s'exprimer. Si on est beaucoup dans l'être, on empêche l'avoir de s'exprimer. Mais en tant qu'être humain qui vivons dans des sociétés qui devons gagner notre vie, qui ont des responsabilités, qui ont envie, on pourrait espérer avoir un équilibre entre l'être, l'avoir et le faire. Mais quelle que soit la position, quel que soit l'endroit où on se situe, on est toujours guetté par un déséquilibre. Je ne sais pas pourquoi on peut être tenté de faire du Qigong. Alors, c'est une question au singulier, c'est une question en général, parce qu'on voit des praticiens qui viennent et qui peuvent être curieux. Alors, quelquefois, ce sont des entreprises, quelquefois, on se pose soi-même la question. Alors, depuis 30 ans, comment est-ce qu'on a été sensible à cette pratique ? Alors, Thierry Bordonado. Je voudrais juste rebondir sur ce que vient de nous expliquer Myriam. Il y a une phrase qui est très connue qui dit « Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». Et bien sûr, ça s'imprime sur notre corps. Et c'est pour ça que, on va ressentir des douleurs ici et ailleurs. En médecine traditionnelle chinoise, on part du principe que tous nos organes sont reliés à certaines émotions. Les plus simples, par exemple, on va dire que les reins, c'est en relation avec la peur. On va parler des poumons et de la tristesse. On va parler de la colère et du foie.
Donc, bien sûr. Oui, d'ailleurs, on dit un tempérament bilieux. Et donc, même dans le langage, on dit de quelqu'un qui a du cœur. Et on situe quelque part des émotions dans des organes, même dans le langage. Thierry Bordonado. Absolument. Et effectivement, on a des phrases populaires qui reviennent un petit peu, mais qui sont reliées bien sûr à l'origine de quelque chose. Je voudrais répondre un petit peu quand tu m'as parlé d'enseigner à des groupes, puisque je le fais assez régulièrement. Oui. Eh bien, grosso modo, on va les dissocier en 3 groupes. On va dire ceux qui sont pas du tout intéressés, ceux qui pratiquent mais sans vraiment comprendre ce qu'ils font, et on a un petit pourcentage qui s'élève entre 3 et 5% qui eux par contre vont accrocher et vont venir me voir à la fin de la séance en me disant mais voilà, j'ai quelque chose qui s'est passé, où est-ce que je pourrais continuer la pratique, qu'est-ce qui fait que je ressens des choses extraordinaires en moi. Mon état émotionnel s'est transformé, je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé, etc. Oui, donc mais dans ces différentes catégories, alors il y a ceux peut-être qui sont réticents ou qui ferment certaines portes en amont, mais qu'est-ce qui pousse à pratiquer cette première séance? Qu'est-ce qui fait qu'on se dit pourquoi ne pas en faire l'expérience? Alors, moi, je définis le Qigong comme, je dirais, des techniques de relaxation, de bien-être, et avec, bien sûr, cerise sur le gâteau, une amélioration de la santé d'une façon générale. Et donc, forcément, on vient s'intéresser, on se demande qu'est-ce qui fait que on peut avoir ceci comme conséquence due à la pratique. Donc voilà pourquoi les gens viennent. Améliorer la santé, c'est à partir d'un certain âge, quand on sent que ça peut se détériorer. Généralement, quand on est jeune... Non, c'est interdit de dire ça. Oh, non, pas à partir d'un certain âge. Mais c'est toujours quand quelque chose nous manque ou commence à entre guillemets, à devenir plus fragile. C'est la fragilité des choses qui fait que on décide d'en prendre davantage soin. C'est parce qu'on est réactif et pas assez proactif. Si on tenait un tant soit peu à sa santé et si on anticipait... il n'est pas interdit d'anticiper. Il faut anticiper. Mais les prévenants, je ne suis pas certain qu'ils constituent la majorité de... Je ne sais pas, j'ai pas les stats en tête. Oui. On peut penser que l'être humain, je pense, est un être qui prend beaucoup de risques sur sa santé. C'est vrai que quand on voit les conduites à risque dans nos sociétés modernes, les addictions, etc., même aux écrans, on peut penser que l'être humain est un peu stupide des fois, que nous sommes tous stupides quand on se laisse... Non, quand je dis ça, pourquoi je dis ça et de cette manière-là qui peut être choquante et un peu trop... qui est un peu factuel, c'est quelque part on se pose la question des fois entre nous et nous-mêmes à la fin de la journée, mais comment j'ai perdu autant de temps face aux écrans, pourquoi je suis restée assise trop longtemps et j'ai pas pris le temps d'aller marcher, ne serait-ce faire le tour du pâté de maison, pourquoi je prends pas soin de ma santé. Non, c'est pas, je pense que c'est même recommandé de s'intéresser à ces disciplines-là plus jeunes. Ça permet d'augmenter sa longévité en bonne santé. Mais cela dit, quand on est jeune, on a de la vitalité. Quand on sent qu'elle peut baisser, effectivement, on a 2 réactions possibles. Ou on essaie de raviver, entre guillemets, cette vitalité, ou bien on se résigne et on se dit c'est effectivement le sens de la vie et c'est ainsi. Alors j'ai l'impression que ceux qui vont peut-être être sur ce chemin d'explorer un certain nombre de pratiques, c'est pour raviver la flamme. Thierry Bordonado. Alors, je dirais que les extrêmes orientaux ont toujours été à la recherche de l'élixir de vie. Et donc, on cherchait... Dans la Grèce antique également. On a toujours cherché à devenir, éternel. Et on pensait que grâce à ces pratiques, on allait le devenir. Et alors, je ne dis pas que l'on devient... Mais en tout cas, on peut constater que il y a des centaines, voire des milliers de centenaires dans ces pays, que ce soit la Chine ou le Japon ou d'autres, ou l'Inde, bien entendu. Il y a quand même une raison à cela.
Oui, la longévité. Oui, il y a même des émissions, même un film célèbre sur Netflix, alors j'ai oublié le nom, ou une série. Oui, exactement, qui a essayé à s'intéresser à la fois à la pratique sportive, aux arts martiaux, qu'est-ce qui fait que des gens dans différentes parties du globe sont en bonne santé. Mais être en bonne santé, c'est un terme très grand. C'est en bonne santé physique et mentale. Quand on est en bonne santé physique, déjà, on peut réfléchir mieux. Pourquoi ? C'est très simple, parce qu'on est moins perturbé par des douleurs ou de la souffrance ou de la perturbation. Tout ce qui affaiblit notre corps ou tout ce qui dérégule notre corps, ce sont des parasites au niveau de notre pensée. Donc la pensée n'est pas claire, n'est pas au clair. Donc l'être humain a envie de penser et de décider de manière claire, mais pour cela, il faut que le travail par le corps passe et que les émotions soient calmes, parce que là aussi, beaucoup d'études neuroscientifiques ont démontré, d'ailleurs on l'a expliqué dans d'autres émissions, qu'on peut mieux décider et qu'on peut mieux réfléchir individuellement et collectivement lorsqu'il n'y a pas de stress. Et c'est pour ça qu'avant des brainstorming, on l'a dit dans une autre émission, pour stimuler la créativité et l'innovation dans des organisations, parce qu'ils veulent le faire, elles veulent toutes le faire, les organisations. Elles veulent toutes que leurs équipes soient innovantes, créatives, au taquet, etc. Mais en fait, ce qu'elles font des fois est contre-performance, c'est-à-dire comme les gens sont hyper stressés, ils font des erreurs. Comme ils sont hyper stressés, ils se parlent mal entre eux. Comme ils sont hyper stressés, ils n'ont pas le temps pour réfléchir au-delà. Donc ils deviennent réactifs. Et donc c'est là où c'est intéressant de voir que le travail par le corps, et c'est pour ça que je suis très contente aujourd'hui. Pourquoi on parle de Qigong et de Tai Chi ? Parce que même dans des team building ou même dans des formations aujourd'hui en entreprise ou pour des groupes, on intègre ces pratiques corporelles-là. Et c'est intéressant, je l'ai dit dans une autre émission, il y a le capitalisme de la chaise. Et le capitalisme de la chaise est mauvais pour la santé. C'est-à-dire quand des gens restent 8 heures d'affilée sans bouger et qu'il n'y ait pas de salle de sport dans les bâtiments et qu'il n'y ait pas de coach sportif qui viennent pour relancer la vie et relancer la vitalité, relancer le mouvement, il se passe un truc négatif. On se rabat sur le café le matin, c'est dangereux. C'est très dangereux. On va essayer de se remuer, parce que la musique y concourt. On va se retrouver après la respiration musicale, après le flash d'information également. Et si vous avez bien sûr des avis à faire entendre, c'est toujours 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission. Pour ceux qui se joignent à nous, nous sommes ce matin avec Thierry Bordonado, qui est praticien de Qigong depuis une trentaine d'années. Nous sommes avec Mariam Hello, qui est DG de Compétences Plus et qui est business coach. Alors nous évoquions peut-être les différences entre certaines pratiques. Nous parlions de Qigong, de Tai Chi. Les différences que vous souhaitiez souligner, Thierry Bordonado. Oui, je pense qu'il est important de bien différencier les deux disciplines qui sont des disciplines finalement qui se mélangent et qui se chevauchent. On va dire communément que le Qigong serait l'alphabet de quelque chose, de la pratique, et que le Tai Chi serait les phrases qu'on pourrait faire grâce à cet alphabet. Pour ma part, je pense qu'il faut, pour être un bon praticien de Tai Chi, il faut une base solide en Qigong pour qu'ensuite notre séquence de Tai Chi, elle sera vraiment au maximum de ce qu'elle peut être. Il y a toujours une part de vérité dans l'étymologie. Alors, le Qi, quand on s'y intéresse, Tai Chi également, il y a entre guillemets une racine commune. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça signifie ? Bien, étymologiquement, on va dire que c'est le travail de l'énergie, que ce soit Qigong ou Tai Chi, ça signifie sensiblement la même chose. Donc, évidemment, c'est une prise de conscience de cette énergie vitale, hein. Voilà, qu'on appelle Chi ou Ki chez les Japonais. Et puis il y a d'autres, dans chaque civilisation, on lui donne un nom. Mais en fait, on parle de la même chose, hein. Oui. Et Qigong, c'est... dans l'étymologie, si on essaie effectivement, c'est manipuler cette énergie, mais dans quel sens ? Parce que les pratiques sont distinctes. Alors c'est la travailler. Donc quand on dit la travailler, je pense que c'est l'identifier peut-être dans un premier temps, prendre conscience qu'on a un corps physique, mais qu'on a des corps énergétiques. Et ça va être justement ce travail sur nos corps énergétiques, bien entendu sur
le corps physique qui est là, mais il y a une autre dimension qui est sollicitée quand on travaille le Qigong ou le Tai Chi d'ailleurs. Oui. Alors, Nalim Hello, sur la prise de conscience... sur le yoga peut-être. Oui. Dans le yoga, il parle de nadi. C'est des canaux énergétiques, mais effectivement, dans toutes les civilisations, il y a effectivement des choses qui font écho, des choses ou des mots différents qui décrivent, somme toute, des réalités les mêmes. C'est vraiment pour rebondir par rapport à ce qu'a dit Thierry sur les différences entre le Qigong et le Tai Chi. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir des disciplines millénaires qui sont là, qui ont prouvé leurs résultats, quel que soit le pays, la civilisation, la culture, etc. Et moi, ce que j'aime, c'est ce principe de rééducation. Je suis praticienne de yoga et de Qigong depuis quelques années, mais surtout du yoga que j'ai eu plus, c'est vrai, l'occasion de pratiquer. Et c'est vrai que c'est une invitation à la détente, justement. Et cette invitation, cette rééducation à apprendre à se détendre, cette rééducation à apprendre à se reposer, cette rééducation à apprendre à activer, justement, à mettre au calme le système nerveux autonome et à activer le système, mettre le corps, lui permettre de passer du mode sympathique au mode parasympathique, qui est plus un mode reposant. C'est génial pour se recharger. Recharger les batteries. Recharger les batteries, c'est essentiel. Recharger les batteries et permettre au corps de s'exprimer. Parce que dans ce mode recharge, en fait, il y a aussi décharge. Et j'aime beaucoup la décharge que permettent ces pratiques-là. C'est vrai qu'on peut constater aussi des tremblements dans certaines pratiques qu'on fait, ou des asanas ou des postures qu'on fait de manière plus longue, notamment à travers le yin yoga, qui, disons, invite à une forme de douceur, le yin par rapport à la féminité ou par rapport à activer la part féminine, plus douce, plus calme, etc. Donc ça consiste à garder des postures un temps plus long, des fois 2 minutes, des fois 3 minutes. Bon, ça, là aussi, je pense qu'il y a autant de praticiens de yin yoga que de praticiens de yin yoga, comme a souligné Thierry tout à l'heure par rapport au Qigong. Mais c'est vrai que le corps peut commencer à trembler quand on tient une posture assez longtemps. Oui. Et donc, on peut imaginer une forme de décharge émotionnelle aussi à travers ces tremblements-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose... C'est vrai on ne doit pas se contracter en général, surtout dans le yin. On ne doit pas se muscler, on ne doit pas se contracter. Ça doit être plutôt une libération, une décharge. Mais c'est vrai qu'on constate qu'il y a des choses, des fourmillements, des tremblements, des choses qui peuvent se passer et qui sont très intéressantes, notamment, surtout si on les imagine. Et je pense qu'il y a un langage symbolique aussi du corps. C'est pour ça que j'aime beaucoup le dessin et ces pratiques-là, parce que ça invite à laisser exprimer un langage symbolique et non pas un langage de mots, un langage verbal, un langage intellectuel cartésien. Mais le corps a ces symboliques-là. C'est pour ça que dans des postures, même dans le yoga, on a la posture de la montagne, la posture du chameau, la chandelle, la posture, enfin, il y a énormément de postures qui travaillent énormément d'ouverture. Et je parlais de brèche tout à l'heure, justement par rapport à ce qu'a souligné aussi Thierry dans tous les organes sont reliés et chaque organe travaille quelque chose et processe quelque chose et sert à quelque chose. Chaque posture, par exemple les ouvertures de hanches ou les postures d'ouverture de cœur ou les postures, ces postures-là peuvent travailler quelque chose et libérer quelque chose, que ce soit au niveau des hanches ou au niveau du cœur ou d'autres choses. Et c'est pour ça que c'est intéressant et que les effets aussi d'une même séance peuvent avoir 20 effets différents sur les 20 participants différents. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas venus pareil dans la séance. Pas le même bagage. Donc c'est pas que gymnastique, c'est aussi énergétique, comme a dit Thierry. Oui, et si on entrait dans un peu plus de détails, effectivement, il y a des postures qui sont plus connues, mais pour ceux qui n'y sont pas du tout initiés, alors il y a un certain nombre de repères qu'on peut donner par rapport à la pratique, notamment dans le Qigong. Thierry Bordondado. Oui, je voudrais un petit peu revenir sur ce que tu as dit, Badr, tout à l'heure, à propos des nadis. Le Qigong, comme je le disais en début d'émission, fait partie de la médecine traditionnelle chinoise, au même titre que la moxibustion, l'acupuncture, la phytothérapie, etc. Bien sûr, on a, si on parle de l'acupuncture, on dit qu'il y a 12 méridiens. Et en Qigong, on va travailler sur 2 grands méridiens
qui vont piloter, je dirais, les 12 méridiens secondaires. Ces méridiens, ces grands méridiens qu'on appelle les vaisseaux, donc on appelle ça le vaisseau gouverneur, le vaisseau conception, fait partie, si vous voulez, de la base même du Qigong, et c'est la conséquence de la bonne santé. Pour la simple et bonne raison que ces 2 grands méridiens vont inonder les 12 méridiens secondaires, et on dit également en médecine traditionnelle chinoise que chaque maladie est due à un blocage énergétique, et ces blocages énergétiques vont être au niveau de ces méridiens. Du fait qu'on travaille les grands méridiens, eh bien, on va bien sûr, je dirais, soulager les 12 méridiens secondaires, et par voie de conséquence, eh bien, on va améliorer sa santé. Et ça, je pense que c'est facilement compréhensible. Mmh. Oui. Et ça nous aide quand on pratique ce qu'on appelle souvent la méthode de l'orbite microcosmique, qui est un terme un petit peu magique, mais qui est simple. En fait, on travaille sur cette zone-là, si vous voulez, de façon à améliorer tout notre système. Oui, mais pour ceux qui auraient du mal peut-être à percevoir à quoi ça ressemble comme pratique, alors il s'agit de maintenir des postures, il s'agit de faire des mouvements, il s'agit d'être initié à un certain enchaînement de postures. Ça ressemble à quoi, la pratique du Qigong? Alors, je dirais que de façon simple, c'est le mélange d'une posture, qui peut être une flexion de jambes, par exemple, style la posture du cavalier, avec, je dirais, un mouvement qu'on va faire à partir de cette posture, puis ensuite la respiration. C'est-à-dire que le rythme du mouvement va être défini par la respiration. Voilà. Oui. Et ce qui nous fait être vraiment là, ici et maintenant, c'est parce qu'on est focus sur le souffle, sur la posture et sur l'intention. Donc, on est, si vous voulez, dans un état, je dirais, pratiquement second, puisque on est vraiment conscient de ce que l'on fait. C'est la différence, par exemple, qu'on a entre un débutant et un ancien. Le débutant va être obligé de s'inspirer de l'instructeur ou de la personne qui donne le cours, alors que l'ancien va pouvoir vraiment rentrer dans la posture, focus, parce qu'il sait exactement ce qu'il va faire. Oui. Bon, c'est pour ça qu'il y a bien entendu un apprentissage qui prend un peu de temps, mais on peut rester sur des mouvements très simples. Les plus classiques, comme je disais tout à l'heure, sont les 8 pièces de Brocard. C'est un enchaînement de 8 postures qui sont relativement faciles, en tout cas qui semblent faciles, qui le sont moins en réalité. Mais de toute façon, il faut au départ qu'on ait un guide, qu'on ait une personne plus avancée que nous qui va nous donner quelques petites clés, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Vous voyez, il y a ces moments de contraction, de relâchement, lorsqu'on voit une vidéo par exemple sur YouTube ou autre, on ne sait pas exactement, je dirais, le détail de la posture. Et souvent, c'est ce petit détail qui change tout. Oui, il a raison. Effectivement, c'est pour ça que ce sont des disciplines où on parle souvent d'initiation et où effectivement il y a des pratiquants plus avancés entre guillemets qui ont à transmettre. Madim, tu souhaitais réagir? Oui, si je peux me permettre, il y a même comment on place le regard. Je sais que dans le yoga et probablement dans le Qigong aussi, dans certaines postures debout ou des postures assises, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au début de toute séance, il y a une partie échauffement. Donc on échauffe le corps aussi, on le prépare à des postures, debout ou au sol. Mais moi je me rappelle souvent que les instructeurs nous disaient « Faites attention où vous posez le regard ». Parce que, et on le constate, on n'étire pas les mêmes choses, on ne ressent pas les mêmes choses, on n'est pas debout de la même manière, selon qu'on regarde à l'horizon, vers le sol, un point vers le sol, vers le haut et vers le bas. Donc le regard va jouer un rôle clé et un effet clé aussi sur nos sensations corporelles internes. Et ça m'a toujours fascinée, parce que des fois, justement, et Thierry le souligne bien, le fait, quand on est débutant ou même praticien, de se rappeler des réflexes, des fois aussi on rêvasse en pleine séance. Donc il y a l'appel de la
la pensée, mais quand quelqu'un nous invite à poser notre regard quelque part, c'est aussi, il y a un effet quasi instantané sur le corps. Oui. Et je rajoute à ça, dans ces thérapies corporelles-là, il y a cette notion de témoin. Moi, j'aime beaucoup parce qu'on sort aussi de notre corps. On est dans notre corps, on est associé évidemment à tout ce qui est en train de se passer. Idéalement, on libère, on réduit le cortisol, on détend les muscles, on relâche, etc. On prend conscience de sa sensibilité. Peut-être même qu'on baisse. Alors, des fois, des gens nous ont dit qu'il y a des gens qui ressentaient plus de douleur dans des séances, il y a des choses qui se réveillaient dans les séances, et des fois, les gens atténuaient leur douleur à travers une posture. Donc, c'est intéressant. Et même cette perception de la douleur peut être différente. Et voilà, et c'est important de savoir qu'est-ce qu'on est en train de travailler. La posture de la montagne, évidemment, elle invite beaucoup à l'ancrage dans les périodes, justement, où on a des rythmes effrénés, on court dans tous les sens, etc. À tout hasard. À tout hasard. Mais c'est le cas. Et je me suis dit, c'est vrai que quand j'ai vu cette semaine qui était assez mouvementée, où j'ai pas fait du tout de yoga, ni de Qigong, c'est vrai que c'est la fin de la semaine, donc on peut le faire, évidemment. On n'est pas interdit de se rattraper. Non, bien sûr. Mais voilà comment, tu vois, justement, on peut désamorcer des réponses automatiques au stress. En fait, quand on est beaucoup dans courir derrière les choses, aller d'une réunion à l'autre, être assis toute la journée, regarder la télé le soir, donc continuer dans la sédentarité, effectivement, on peut devenir plus sensible au stress et plus réactif au stress. Mais quand on s'accorde justement à des pratiques de Qigong, de yoga et autres, on est en train de désamorcer ces réponses automatiques. Oui. Mais est-ce qu'on y vient lorsqu'il y a une rupture ou lorsque, on passe par une phase, entre guillemets, de brutalité qu'on estime avoir subie dans la vie? Est-ce que c'est souvent l'élément déclencheur qui aiguise la curiosité pour ce type de discipline dans l'observation qu'on fait de ceux qui viennent effectivement, peut-être en tant que praticien ou futur praticien? Thierry Bordonado. Moi, je dirais de toute façon qu'il faut qu'il y ait un choc pour qu'il y ait une prise de conscience. À quelque niveau que ce soit. Pour entreprendre un chemin, il faut passer, je dirais, par des moments difficiles qui vont peut-être nous faire prendre conscience qu'il y a autre chose que ce à quoi on était habitué. Et souvent, c'est lorsqu'on a eu un traumatisme qu'on va, je dirais, intérioriser un petit peu et se poser des questions vraiment existentielles. Et ces questions existentielles, ils vont peut-être nous obliger à peut-être voir une part de nous qui n'est pas toujours agréable, mais qui est nécessaire si on veut aller de l'avant et si on veut rebondir. De toute façon, on ne peut aller de l'avant qu'en ayant touché le fond. Hein. C'est pas mal. Souvent. Mais certains, effectivement, peuvent... Non, certains veulent le chemin court, le chemin le plus court. Oui, certains ne désespèrent on veut les raccourcir. Certains ne désespèrent pas de creuser encore davantage. Non, je me permets de réagir par rapport à ça, parce que il y a des gens qui disent « Ah, les traumatismes, ah non, moi, j'ai jamais subi de traumatisme ». Il y a beaucoup de gens qui relient le traumatisme à quelque chose de grave qui s'est passé dans l'enfance. Or, le Covid a été une expérience traumatisante pour beaucoup de gens. L'enfermement, le confinement, le licenciement, un licenciement qui a été mal vécu. Alors tout le monde ne vit pas de manière joyeuse son licenciement. Il y a des intensités plus importantes. Ni même sa vie au travail. Mais il y a des gens qui ont peut-être passé 10 ans, 20 ans, qui ont mis leur cœur, leur trip dans un job. Oui. Une fois qu'ils ont été licenciés avec perte et fracas ou de la mauvaise façon, alors, ils peuvent sombrer pendant des mois et des années. Tu parlais de trahison. De trahison, ils le vivent comme une trahison. Les soldats qui sont partis à la guerre et qui ont vu des choses, qui ont vécu des choses, bien qu'ils n'aient pas utilisé des armes à feu, mais qui ont été témoins de collègues ou là de situations, là de choses, peu importe. Ils vivent des situations de stress post-traumatique. Donc, mais que le traumatisme d'enfance ou d'adolescence, j'ai eu des parents difficiles, ou là, dans notre famille, tout va bien. Non. En fait, les traumatismes, c'est, il l'a souligné Thierry tout à l'heure, c'est des chocs vécus. C'est des chocs, pour la plupart du temps, inconscients. C'est-à-dire la personne vit bien pendant peut-être des mois, des années, mais il y a un moment donné, va savoir pourquoi, et c'est pour ça que l'inconscient des êtres humains est fantastique, va savoir pourquoi, on va savoir la chose qui va réveiller une mémoire
Et la personne va accéder à cette partie d'elle-même qu'elle a refoulée, ou à ses souvenirs ou pas. Et c'est là où, pour revenir, parce qu'on discute du problème, on discute des symptômes, mais on discute aussi des solutions. Oui. Et pourquoi on discute de ces solutions-là ou de ces sports-là? Pour dire qu'il y a un espoir, qu'il y a une possibilité, mais parce que tout n'est pas solvable par le langage. C'est effectivement le constat qu'on peut faire. Alors, dans certaines disciplines, on peut observer que des fois, des personnes qui, disons, ont ouvert cette porte-là, ou se sont dit qu'il n'est pas interdit d'essayer de voir de ce côté-là si effectivement il y a une résonance en soi-même, on peut observer des personnes qui, quelquefois, sont submergées par l'émotion. La musique y concourt. Alors, on a dérogé, on a retardé la respiration musicale, on va en profiter à l'instant même. Et on va se retrouver pour la suite de notre émission des experts. Et si vous avez, je le précise toujours, y compris les vendredis, si vous avez la volonté de faire entendre des avis ou de poser ou de partager un témoignage, n'hésitez pas à nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Jusqu'à midi ou presque, nous sommes avec nos deux invités que je présenterai rapidement à nouveau. Nous sommes avec Thierry Bordonado qui est praticien de Qigong depuis plus de 30 ans, et nous sommes avec Mélie Mihlou qui est DG de Compétences Plus et qui est business coach. Alors sur l'origine du mal, alors le mal il peut être physique, constaté de façon organique, le mal il peut être aussi émotionnel, et surtout les 5 blessures auxquelles tu faisais référence tout à l'heure, Mélie. Oui, pas que. Mais en tout cas, ces grandes familles ou ces repères qu'on a pu évoquer tout à l'heure, sur l'origine entre guillemets du mal qui peut survenir et qu'on peut espérer penser d'une certaine façon par certaines pratiques, notamment le Qigong. Comment est-ce qu'on les identifie, ou comment est-ce qu'on se situe dans ces traditions-là, cette origine, Thierry Bordonado? Bien, je dirais qu'il faut peut-être arrêter de penser que lorsqu'on se fait un tour de rein, on se dise c'est parce que hier j'ai porté quelque chose de trop lourd. Peut-être oui dans le sens propre, mais il faut trouver son origine dans le sens figuré. Et je pense que grâce à une pratique, eh bien justement, on arrive à développer cette sensibilité qui va faire que, eh bien, l'émotion, nous sommes confrontés aux émotions au quotidien. La meilleure des choses, en tout cas, une des solutions, c'est de les accepter toutes, mais simplement de ne pas les faire stagner en nous, puisque tout mal va être lié à une stagnation d'une émotion, en fait. On a le droit de pleurer, on a le droit d'être en colère, on a le droit... Mais il ne faut pas qu'une colère nous envahisse toute la journée, puisqu'elle va avoir des conséquences sur notre corps et sur notre état d'être d'une façon générale. Voilà, on doit laisser venir cette colère, mais elle doit passer aussi vite qu'elle est venue. Je pense que c'est une des clés de la psychologie d'une façon générale. Alors, j'aime beaucoup si je peux me permettre, il y a cette notion de stagnation, c'est comme les marécages. Marécages. C'est vraiment, c'est comme les marécages. L'eau n'est pas claire, tu vois pas ce qui est au fond. Ça peut sentir mauvais, il peut se développer des mauvaises herbes. Et dans le dictionnaire des mots MAUX, ça m'a fait marrer quand tu as posé la question à Thierry. Tu as dit comment on peut penser ça. Et j'ai tout de suite pensé à penser, réfléchir et à penser, mettre un pansement dessus. Un pansement dessus. Et en fait, pour les gens qui souffrent de migraines récurrentes ou de céphalées de la tête, puisque c'est un des mots les plus récurrents aussi de notre siècle, si on a écarté les causes, pour répéter pour les gens qui viennent de nous rejoindre dans l'émission, si on a écarté les causes médicales, si on a fait ce qu'il fallait faire avec les médecins et tous les contrôles et toutes les investigations qu'il fallait faire. Il y a un témoignage ici même à la rédaction, moi j'ai pu entendre des personnes qui disent nous dans la famille on est comme ça, on a tout le temps des migraines. C'est intéressant. Et on vivra toujours avec ces migraines-là. Donc, c'est intéressant, mais oui. Mais alors dans le langage symbolique, la migraine c'est lié à une surcharge, à un poids,
une surcharge de pensée, on pense trop, on réfléchit trop, on est trop perfectionniste, on fait un excès. Ça peut être lié à une rumination intellectuelle, on processe, on passe le film, le scénario. C'est des gens qui ont du mal à déconnecter. Les gens qui ont des migraines récurrentes, et la personne est en train de réagir en régie ou pas, on ne sait pas. Je continue les raisons. Je continue les raisons. Et on ne citera pas de nom. Ça peut être aussi des colères, ça y est, je ne sais plus parler, c'est le vendredi, des colères qui ont été trop souvent, qui n'ont pas pu être exprimées, des frustrations qui n'ont pas pu être exprimées, et surtout lorsque c'est localisé d'un côté. Parce que c'est intéressant, les gens posent la question, vous savez, les douleurs au niveau de la gauche du corps ne sont pas les mêmes au niveau de la droite, mais ça, Thierry, je le laisserai aussi. Ça peut exprimer aussi un conflit entre nos raisons et nos émotions. Je le disais un peu plus tôt en off, des fois on demande des choses à des personnes avec lesquelles au fond d'eux ils sont pas d'accord. Que ce soit une triche, masquer une vérité, ne pas tout dire d'un dossier, filtrer des informations, au fond d'eux ils sont pas d'accord, ils sont en désaccord. Subir quelque chose qu'on devrait rejeter. Et comme ils doivent se plier quand même, et ils doivent accepter quelque chose qu'ils n'ont vraiment pas accepté intérieurement et qui n'ont pas digéré. Qu'est-ce qui se passe? Ils le payent à travers, la facture elle est personnelle, ils le payent à travers cette symbolique, et c'est pour ça que les gens qui ont la migraine aussi ont envie très souvent de se retirer vers le noir et le silence. Ils peuvent pas de toute façon. Et si tu veux, le message possible du corps dans ces cas de figure-là, c'est que le corps est en train de dire stop. Arrête de trop réfléchir, arrête de trop penser, arrête de trop ruminer, j'ai besoin de calme. Et donc ça oblige, et c'est pour ça que je dis dans la maladie, malheureusement, dans la maladie, il y a à la fois le symptôme, mais aussi le début de la solution. Oui. Elle est en train de nous indiquer qu'est-ce qu'il faut faire. Et en fait, il faut se retirer, il faut pas subir quelque chose, mais ça nous invite au repos, à la relaxation, parce qu'on n'a pas le choix. Oui, il faut, entre guillemets, sentir en soi la force de rejeter quelque chose qui nous apparaît comme étant nécessaire. Bon, si c'est les 8h de midi, 14h, 16h, 14h, 18h, et qu'on se dit qu'on doit subir cette nécessité de la vie parce qu'il faut, entre guillemets, des ressources pour la famille, et d'une certaine façon, effectivement, des personnes peuvent ne pas entrevoir le chemin. Et si je peux me permettre aussi, parce que les troubles digestifs, en plus de la migraine, font partie aussi des maux les plus récurrents de notre société. Et souvent, là aussi, une fois qu'on écarte les causes d'intoxication, la mauvaise alimentation, quelque chose qui peut être lié à un virus ou un microbe, peu importe, ça nous invite à réfléchir à notre capacité à digérer des événements, à transformer des événements, puisque les intestins, ils transforment. L'estomac, les intestins, ils transforment quelque chose. Donc, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas avalé, déjà, au niveau de la gorge, on va pas bien la digérer. Et lorsqu'on parle de symptômes de côlon irritable ou d'inflammation, etc., au-delà, c'est comment j'arrive à assimiler les situations de vie par lesquelles je passe. Est-ce que j'arrive à les assimiler ou pas? Est-ce que je refuse de laisser partir ce qui doit partir? Parce que, évidemment, c'est vraiment ça. Pardon? Non, dans le yoga, ils préconisent une cuillère d'huile de ricin le soir. Oui, et même des pruneaux, et même de l'huile d'olive, et même pas mal de choses. Mais sincèrement, on en rigole, mais je t'assure, les gens qui retiennent, que ce soit des colères anciennes, des rancunes, des choses qui retiennent, on peut penser à des symptômes de constipation et d'autres qui peuvent leur arriver, effectivement. Il y a toujours une charge symbolique. Alors, le côté droit, le côté gauche, Thierry Bordonado. Excellente question, bien sûr. Côté droit, côté gauche, côté yin, côté yang, côté masculin, côté féminin, bien entendu. On a tous en nous une part de l'autre, hein. Donc en l'occurrence un homme a une part de féminité et la femme une part de masculinité. C'est tout à fait normal. L'important c'est de d'abord l'identifier et puis surtout de ne pas la rejeter, de l'accepter telle qu'elle est, puisque c'est ce qui fait partie de notre personnalité. Concernant le Qigong, c'est une discipline yin. Il y a 25 ans, 30 ans, quand je donnais cours, j'avais exclusivement un public féminin. Oui.
Dans le yoga aussi, il y a beaucoup de praticiennes statistiquement qui sont femmes, à l'exception de certains pays, à l'exception de l'Inde spécifiquement, où le nombre de praticiens hommes est très important. Parce que eux-mêmes, si vous les observez, ils ont ce côté yin qui est en eux, qui est développé et qui n'est pas rejeté. Aujourd'hui, on a des cours avec beaucoup d'hommes, mais c'est une excellente chose. De par ce côté yin, on va développer un sens, une sensibilité autre que l'énergie masculine. Oui, mais ce qui est paradoxal, c'est que c'était effectivement, dans le cas des arts martiaux, dans un aspect presque martial et militaire, que cette discipline est née. Thierry Bordonado. Alors, c'est ça qui est paradoxal, effectivement, et on se demande quelle en est la cause. Mais le Qigong tel qu'il était pratiqué par les moines de Shaolin était basé sur des exercices de force, des exercices de résistance, des exercices musculaires, principalement. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il y avait ces exercices de relaxation qui étaient faits bien entendu en parallèle, mais on a mis en exergue exclusivement le côté, je dirais le côté yang, ce côté fort, où ils se cassent des pierres sur la tête, enfin ils font des prouesses assez... À peine croyables. À peine croyables, absolument. Ouais. Absolument. Bon, il est 11h45 minutes, mine de rien, bon, le temps file. Passe. Ouais, le temps file à grande vitesse. On va se profiter de la respiration musicale qu'on a pu décaler tout à l'heure, on va en profiter à nouveau et on va se retrouver pour la suite et fin de notre émission des experts qui se poursuit jusqu'à midi. Et nous sommes avec nos deux invités, nous sommes avec Mélie Mlahlou, nous sommes avec Thierry Bordonado et effectivement nous en étions des fois aux origines qu'il s'agissait de bien situer, Mélie Mlahlou. Ben, tu sais... du mal qui peut s'exprimer, je le précise. On discute dans cette émission aussi en off et on discute à la fois de nos expériences personnelles et ce qu'on a pu constater autour de nous. Mais c'est vrai que moi je disais, ça fait 200 ans qu'on s'intéresse à qu'est-ce qui peut déclencher justement des symptômes comme cela. Et Freud, quand il parlait, Freud qui est le pape, on va dire, de la psychanalyse moderne, il s'est beaucoup intéressé à ça. Il s'est beaucoup intéressé à la somatisation, à des gens qui n'étaient pas paralysés, qui sont devenus paralysés du jour au lendemain, à des cécités, à des gens qui sont devenus aveugles du jour au lendemain, à des gens qui avaient des douleurs, mais il n'y avait absolument aucune explication médicale. C'est ce qu'on appelle les douleurs sans cause organique. Et il s'est dit, mais pourquoi des gens qui étaient bien portants, entre guillemets, qui étaient bien... quelque chose qui lâche. Oui. Il y a quelque chose qui lâche. Et très souvent, parce c'était son job de faire parler les gens, il a compris, en tout cas à travers l'analyse de dizaines et de centaines de patients et de patientes, que c'était des désirs conflictuels, c'était des choses qui ont été refoulées dans l'inconscient et qui soudainement reprennent le pouvoir. Et on le dit souvent, les parties qui sont restées dans l'ombre ou qui ont été déniées trop longtemps, à un moment donné, ils reprennent le pouvoir. Et donc, si on peut penser qu'on est aussi des êtres de dualité, parce qu'on est des êtres de dualité, et même dans la PNL, on l'explore souvent, ce qu'on appelle les polarités chez l'être humain. Et les polarités chez l'être humain existent. Avancer, reculer, je vais rester assis, non, je vais aller courir. On est souvent tiraillé entre deux choses. Et si on opte toujours pour la même chose, c'est qu'on ne laisse pas l'autre côté s'exprimer, le côté repos, qu'on est toujours dans l'action, ou le côté action, si on est toujours dans le repos, etc. Bref, si on laisse toujours la lumière braquée sur un aspect de nous, c'est d'abord injuste envers nous-mêmes, vers l'autre partie qui cherche à s'exprimer. Et très souvent, c'est ce qu'il a dit Freud et Valabreka dans leurs ouvrages et leurs recherches, c'est que le corps cherche le compromis. Et en fait, cherche le compromis entre les deux parties en opposition. Pour vous donner, symboliquement. Et donc, en fait, quand la maladie s'exprime, c'est que le corps aussi, à la fois, il lui permet de s'exprimer, mais de la contenir. Et c'est pour ça qu'on parle du double rôle du symptôme. C'est qu'à la fois, il s'exprime, mais il est contenu dans quelque chose. Et pourquoi je me suis permise de souligner aussi les travaux tout à l'heure, ou en tout cas les personnes qui sont très efficaces dans l'action, mais qui sont incapables des fois de nous dire, même dans des sessions de formation, des sessions de coaching, je m'amuse souvent en début de session de dire quelle est votre météo intérieure.
Et je leur dis, en fait, la météo intérieure, c'est exprimer symboliquement comment on se sent ce matin, en ce début de journée. Symboliquement, grand soleil, ça veut dire qu'il y a de la joie. Nuage, ça veut dire qu'on est un peu brouillard, ça veut dire qu'on est dans le flot. Il pleut, ça veut dire peut-être qu'on... Alors, et on les laisse exprimer, parce que derrière certaines personnes, la pluie, c'est positif. Et donc, on laisse exprimer à la fois la symbolique et l'émotion qui est associée. Et en fait, il y a des gens qui n'arrivent pas, qui me disent, moi, j'arrive pas. En fait, je n'ai jamais fait cet exercice, j'y arrive pas. Je ne sais pas. C'est bizarre, je ne sais pas. Et en fait, l'émotion ne pouvant pas s'exprimer d'une manière ou d'une autre, les gens n'arrivent pas à dessiner, n'arrivent pas à peindre. Elle n'arrive pas du coup à être élaborée sur le plan psychique. Ce qui n'arrive pas à être représenté sur le plan psychique, à un moment donné, et Thierry l'a dit, il s'imprime dans le corps. Et donc, il y a un passage à l'acte direct dans le corps, et ça devient un fait biologique. Alors que c'était émotionnel, que ça pouvait s'exprimer autrement, mais comme la représentation psychique ne s'est pas faite, le corps a pris le relais. Et c'est pour ça que c'est intéressant de dire ça. Pourquoi aujourd'hui ? Parce que la prévention vaut mieux que la guérison. Très souvent. C'est-à-dire si on fait autant d'émissions sur la psychologie, l'importance du sport, de la détente, du bien-être, c'est que c'est plus intéressant quand même, c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, ce sont plus les vieux, les gens qui ont la quarantaine, les gens qui ont la cinquantaine ou un peu plus, qui s'intéressent à leur équilibre. Certains vieillissent après 25 avant l'heure, ans. Ça dépend. Peut-être en avance sur son âge, malheureusement. Non, mais il n'est pas interdit de se rattraper. En fait, faites attention à l'utilisation trop exclusive de certaines choses. C'est-à-dire, si on fonctionne en mode exclusif, le cerveau uniquement décide, rationalise, etc. On est toujours dans l'action, on n'est jamais dans le repos, on fait toujours la même... C'est le côté monotage exclusif. Attention, peut-être qu'on ne laisse pas la voix ou l'occasion à d'autres choses de s'exprimer, qui, à force d'être comprimées... le recul nous permet de dire qu'à un moment donné, ils vont s'exprimer. Des fois, dans la vie, on avance et on avance avec des identifications qui sont des blocages. On s'est essayé à 5 ans, à 6 ans à la danse. On s'est dit, c'est pas si gracieux, c'est pas terrible, c'est pas fait pour moi, je suis pas doué pour ces choses-là. Et effectivement, c'est une part qu'on va peut-être négliger ou laisser de côté. Or, et c'est ainsi pour une infinité d'autres identifications qui parfois ce sont des réductions de soi-même effectivement on peut avancer et observer qu'on peut payer la facture d'une façon ou d'une autre. Alors sur ce qui vient d'être dit sur aussi l'interconnexion entre les disciplines, quand on parle de Qigong, il y a les méridiens, il y a aussi d'autres notions entre guillemets de la médecine traditionnelle chinoise qui sont intégrées ou sur lesquelles on développe aussi une curiosité, Thierry Bordonado. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que initialement, ça faisait partie d'un ensemble, c'est-à-dire qu'un maître de Qigong était automatiquement un maître acupuncteur, il était un maître dans la phytothérapie. En fait, il avait une formation générale, chose qui aujourd'hui n'existe quasiment plus, ou en tout cas pas en Occident. Oui, effectivement, il y a la spécialisation en toute chose. Voilà. Par contre, je voudrais revenir un petit peu sur la dualité, parce que c'est un sujet qui m'interpelle et qui va également dans le sens du travail de Qigong, puisqu'on dit que le principe même du Qigong, c'est allier, je dirais, maîtriser les forces contraires, les comprendre, les identifier, pour pouvoir trouver cette voie du milieu, qui est la voie du calme, qui est la voie de cœur. On a beaucoup parlé de tout ce qui était cognitif. Peut-être qu'on écoute trop, justement, ce cerveau. Peut-être qu'on est trop dans le passé ou trop dans le futur et que finalement, on est très peu dans le présent. Et grâce justement à cette pause que l'on peut faire à travers ces exercices, et encore une fois, je voudrais souligner qu'il n'y a pas besoin de faire des heures. Oui. Et une séance, ça dure combien de temps ?
Alors, une séance, généralement, c'est 1 heure, mais on peut faire des exercices pendant 10 minutes. C'est-à-dire, au moment où on a fait la pause, on aurait très bien pu faire quelques exercices. C'est la prochaine fois, on aura tu vois ce qu'on a fait. Oui, on en profitera pour une prochaine émission. Alors, il est 11h56, on va rendre l'antenne, bien entendu, au profit de nos collègues. Kamel Rsa qui va nous présenter les actualités. Je vous remercie tous deux pour votre présence avec nous à l'antenne ce matin. William Hello et Thierry Bordonado, et je souhaite par avance un excellent week-end à nos auditeurs. Excellent week-end. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi.